bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette troisième édition des Rendez-vous de l'actualité de l'année 2016, dont le thème portera aujourd'hui sur les enjeux et les réalités de la mise en place du tiers payant généralisé. Alors pour commencer, je vous propose de revenir sur quelques éléments de définition pour bien comprendre ce qu'est le tiers payant. Pour le comprendre, c'est intéressant de regarder le système classique. Lors d'une consultation chez un professionnel de santé, vous allez avancer les frais. Et puis, dans un second temps, l'assurance maladie et votre complémentaire santé, si vous en avez une, vous remboursent les frais avancés. Le tiers payant, à l'inverse, c'est un système de dispense d'avance de frais qui peut être partiel, c'est la première option. Donc, dans ce cas-là, le patient n'a qu'à régler les frais non pris en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire le ticket modérateur. Donc, si on prend l'exemple d'une consultation, par exemple chez le médecin généraliste, un médecin généraliste conventionné en secteur 1, donc consultation à 23 €, le patient se verra rembourser 70% du montant par l'assurance maladie, moins les 1 € de participation forfaitaire, et il restera donc à sa charge les 6,90 € de ticket modérateur. L'autre possibilité, c'est un tiers payant qui est dit total ou intégral, dans lequel le patient n'a aucun frais à régler. Alors, quelles sont les situations qui ouvrent aujourd'hui droit au tiers payant ? Alors, sans les lister toutes, on peut souligner qu'un certain nombre de populations précaires y ont droit, notamment les bénéficiaires de la CMU-C, de l'aide médicale d'État, de l'aide à l'acquisition du complémentaire santé. Et puis, de manière générale, ouvre droit au tiers payant un certain nombre d'actes de prévention. On peut penser par exemple à une mammographie dans le cadre d'un dépistage du cancer du sein, ce qui ouvrira droit au tiers payant. Et puis, il faut souligner quand même le fait qu'une majorité des professionnels de santé, 130 000 aujourd'hui, pratiquent le tiers payant. C'est le cas notamment des pharmaciens. Alors, en 2012, puisque c'est les derniers chiffres dont nous disposons, le tiers payant était pratiqué dans 35% des actes effectués par les médecins libéraux, étant précisé les médecins libéraux conventionnés en secteur 1. L'objectif étant donc de passer à 100% avec la généralisation du tiers payant, mesure phare de la loi de santé qui a été donc promulguée en janvier dernier. La problématique qui sera la nôtre au cours de cet exposé, qui sera un peu notre fil rouge, c'est quels enjeux et quelles problématiques soulèvent la mise en place du tiers payant généralisé. Et puis on vous propose donc pour y répondre un plan en 2 axes qui nous ont semblé assez pertinents. D'une part, les enjeux politiques, c'est-à-dire essayer de revenir sur quelles sont les raisons, les causes un peu profondes qui ont conduit à la mise en place du tiers payant généralisé, et puis tout le processus de formalisation législative qui s'en est suivi. Et puis, dans un second temps, essayer de mettre la focale plus sur les aspects techniques du sujet, c'est-à-dire mettre en regard un peu les exigences des acteurs, leurs revendications, en les confrontant aux pistes de solutions qui se dégagent à l'heure actuelle. Et donc, pour commencer, je laisse la parole à Béatrice. Donc nous allons voir ce qui a conduit à l'instauration du tiers payant généralisé. Donc en introduction, nous avons expliqué que le système de tiers payant dispense l'assuré de faire l'avance des frais médicaux. Or, ce principe d'avance des frais génère des effets de seuil, crée des inégalités de droit entre les assurés et stigmatise les populations pauvres ou en mauvaise santé. Lors du débat sur la CMU, le collectif interassociatif de la santé avait mis en évidence ces dérives et avait d'ailleurs réclamé la généralisation du tiers payant pour tous les assurés. Par ailleurs, lorsque l'on observe ce qui se fait en Europe, on constate que l'essentiel des pays, 25 pays de l'Union européenne sur 28, ayant instauré une assurance maladie, pratiquent le tiers payant généralisé pour tous les soins de ville. En France, malgré les réformes mises en place depuis 15 ans, l'accès aux soins de premier recours reste inéquitable. Les populations CMU, ACS, aide médicale État, bénéficient de l'avance des frais de l'assurance maladie obligatoire, mais ne sont pas concernées par les franchises médicales, la participation forfaitaire de 1 € ou le forfait hospitalier de 18 €. La mise en place de la CMU a réduit les inégalités d'accès aux soins pour raisons financières et de santé. Pour autant, des phénomènes de non-recours apparaissent massifs. En 2013, le taux de recours à la CMU-C se situait entre 60 et 72 %, celui de l'ACS entre 28 et 41 %. Dans son rapport d'activité 2014, le fonds CMU a d'ailleurs estimé à près de 3 millions le nombre de personnes éligibles qui n'auraient pas fait valoir leurs droits à la CMU-C ou à l'ACS. Un reste à charge très élevé pour les assurés atteints d'une affection de longue durée. Donc le tiers payant généralisé permettrait en l'occurrence de résoudre ces problèmes d'inégalité, favoriserait le désengorgement des hôpitaux,
On peut voir en fait que les personnes qui bénéficient de l'avance de frais, la démarche leur semble plus incitatrice que si elles devaient se déplacer auprès d'un généraliste, où là les dépenses sont plus coûteuses, notamment pour ces personnes avec des revenus faibles. 26,7% des 18-64 ans ont renoncé à recourir aux soins en 2012, ou encore l'évolution du taux de recouvrement aux soins est corrélée au niveau de revenus. Le tiers payant généralisé lève des barrières financières et renforce l'adhésion du reste de la population. Les patients, en effet, peuvent associer à la génération du tiers payant une mesure de justice dont les bénéficiaires ne sont pas uniquement les personnes à haut risque. Le tiers payant généralisé apparaît d'ailleurs cohérent avec les autres dépenses bénéficiant très largement du tiers payant, comme l'hôpital, la pharmacie ou encore les aides auxiliaires. Selon l'IGAS, je rappelle que 35% des actes de soins de ville font l'objet actuellement de tiers payants au titre d'actes onéreux ou au profit des populations modestes. Avec le tiers payant, plus d'inégalités d'octroi, un accès financier aux soins de ville facilité pour les ménages modestes. Donc maintenant, nous allons revenir ensemble sur la chronologie des événements, essayer de voir un peu quelle a été la genèse de ce dispositif. Pour ça, il faut revenir à 2013 et aux conclusions émises par le rapport de l'IGAS, un rapport qui avait été commandité par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, et qui avait donc pour objet justement d'essayer d'étudier les tenants, les aboutissants d'une possible généralisation du tiers payant. Alors que dit ce rapport? Il dit tout d'abord que la réforme est justifiée sur le fond, qu'elle apportera un certain nombre de simplifications des formalités administratives pour les patients, et puis surtout qu'elle permettra, comme l'a montré Béatrice à l'instant, un meilleur accès aux soins pour les ménages les plus modestes. D'autre part, le rapport estime que la réforme est techniquement réalisable. On ne va pas s'attarder là-dessus puisque ça sera l'objet de notre deuxième partie, mais le rapport estime que le tiers payant est généralisable dans un délai à peu près de 5 ans. Et il conclut en disant que la mise en place du tiers payant généralisé serait une mutation historique, institutionnelle et gestionnaire considérable, et donc un projet politique de premier ordre. Et justement, ce projet politique, donc, il a pris corps avec la loi de modernisation du système de santé, loi qui donc prévoit cette généralisation du tiers payant pour l'ensemble de la médecine de ville, avec un objectif, pour reprendre les propos de Marisol Touraine, que à terme, les Français n'aient plus à payer chez le médecin. Étant ici exclus, évidemment, les cas des médecins conventionnés en secteur 2 qui pratiquent encore les dépassements d'honoraires. Alors si on regarde un petit peu le calendrier de déploiement de ce dispositif, on peut le scinder en 2 étapes. La première, c'est tout d'abord un tiers payant étendu à tous les patients couverts à 100%. Alors en dehors des bénéficiaires de la CMUC et de la CS qu'on a déjà évoqués, il y aurait donc les patients souffrant d'une affection de longue durée et les femmes enceintes, ce qui représente quand même 15 millions de Français et près de la moitié des actes réalisés par les médecins. Donc l'objectif, c'est que pour ces patients couverts à 100% par l'assurance maladie, le tiers payant soit donc un droit à horizon fin 2016, avec une deuxième étape qui consistera à ouvrir le tiers payant aux autres patients. Les médecins pourront donc proposer le tiers payant, et ça devrait devenir un droit pour tous les Français à horizon novembre 2017, uniquement pour la partie remboursée par la sécurité sociale, et j'insiste là-dessus. Pourquoi uniquement la partie assurance maladie obligatoire? Eh bien parce qu'entre-temps, il y a eu une décision cruciale du Conseil constitutionnel, la décision du 21 janvier. Donc le Conseil constitutionnel, amené à se positionner sur cette loi, a estimé que, il a censuré une partie de la loi au niveau de l'article 83 en estimant que pour les organismes complémentaires, le législateur n'avait pas suffisamment encadré le dispositif et avait méconnu l'étendue de sa propre compétence. Alors en clair, le gouvernement il avait inscrit noir sur blanc dans le projet de loi d'un certain nombre de garanties en matière de délai de paiement, mais il l'avait fait uniquement pour l'assurance maladie obligatoire. Il ne l'avait pas fait pour les complémentaires santé, et c'est cette asymétrie de traitement qui a valu donc à la loi d'être partiellement censurée. Donc qu'est-ce que ça change concrètement? Le gouvernement a communiqué sur le fait que ça n'allait pas changer énormément de choses, que les 15 millions de personnes dont on parlait tout à l'heure allaient quand même pouvoir bénéficier du tiers payant, que les contrats complémentaires santé allaient quand même mettre en place le tiers payant dans le cadre des contrats responsables, ce qui concerne 90% des contrats. Néanmoins, pour un dispositif, pour une annonce qui avait été faite que plus aucun Français ne paierait chez le médecin, on voit que ça ne va pas être le cas. Et surtout, cette décision du Conseil constitutionnel, elle altère un peu la lisibilité du dispositif. Elle le rend plus complexe alors que ça se voulait une mesure sociale simple.
Et ça fait donc la transition avec notre deuxième partie sur les enjeux techniques plutôt du sujet. Donc voyons maintenant les intérêts et les revendications de l'ensemble des acteurs. Donc les médecins, au regard de l'article L162.2 du Code de la sécurité sociale, estiment que la mise en place du tiers payant généralisé contrevient à l'un des principes énumérés, à savoir le paiement direct des honoraires par le malade. Il reste opposé au tiers payant généralisé en raison du coût de sa mise en place, de sa complexité. Il demande par ailleurs une prise en compte spécifique pour adapter leur matériel informatique aux évolutions programmées. Alors, en avril 2013, l'IGAS avait consulté le Conseil national de l'Ordre des médecins à propos de la compatibilité d'une généralisation du tiers payant avec la déontologie médicale. Les attentes ont été formulées et ces dernières ont été recensées une nouvelle fois au cours de la concertation qui a été organisée début 2015 entre les médecins, l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Ces attentes portent sur la préservation du temps médical, c'est-à-dire que le temps de la consultation ne doit pas alourdir le temps de suivi des paiements, autrement dit la gestion des rejets, des impayés ou encore des pointages divers. La prise en compte des droits et la transmission de la facture ne doivent pas non plus générer des formalités ou du temps supplémentaire par rapport à la pratique actuelle. Le risque financier ne doit pas être supporté par les professionnels de santé. L'AMO et l'AMC doivent pour cela fournir une garantie de paiement fondée sur des règles claires et précises. Un paiement rapide, donc pour l'AMO, le délai de paiement actuel d'une FSE, en sachant que 93% des flux sont à FSE, est de 3,2 jours en moyenne et de 3 jours pour tout ce qui est hors FSE. Pour l'AMC, le délai de paiement pour le tiers payant est de 5 jours en moyenne sur les flux dématérialisés et c'est variable selon les opérateurs. Un suivi des paiements simple, c'est-à-dire automatiser le rapprochement entre une facture et son règlement et permettre aux professionnels de santé de connaître exactement feuille de soin par feuille de soin ce qu'il a facturé, ce qui est payé et ce qui lui sera effectivement encaissé. L'existence de 2 financeurs et donc de 2 sources potentielles de paiement, AMO, AMC, ne doit pas générer de perte de temps ou de difficultés dans la pratique actuelle des professionnels. Les médecins restent d'ailleurs très opposés à la cogestion assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire. Ils souhaitent que ce soit l'assurance maladie qui assure la gestion des droits des patients et le paiement des actes. Enfin, instaurer un point de contact unique pour permettre aux professionnels de santé de pouvoir bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une assistance dans le cadre de la pratique du tiers payant. Si sur le plan de la santé, la généralisation du tiers payant permet un meilleur accès aux soins et évite les effets de seuil, pour l'assurance maladie complémentaire comme pour l'assurance maladie obligatoire, les enjeux sont techniques et financiers. Techniques par rapport à la mise en place d'un système de facturation fiable, d'un fichier des droits à jour pour un traitement homogène des factures et des rejets, d'un interlocuteur unique et des échanges de flux simplifiés. De son côté, l'AMC considère le tiers payant comme un élément de qualité de son offre de service à ses adhérents. Alors qu'avec le tiers payant, l'assurance maladie obligatoire se retrouve contrainte de se réformer et de mettre en place des outils d'efficience de régulation de l'offre et les conditions d'une meilleure coopération entre les organismes complémentaires d'assurance maladie. L'AMO doit démontrer sa capacité à rapidement rémunérer les professionnels de santé libéraux afin de limiter la durée de décaissement des sommes dues. Enfin, la réussite de la génération du tiers payant pour tous les soins de ville, comme pour les pharmacies précédemment, passe par le progrès de la transmission et des données et une meilleure coordination des acteurs du parcours de soins. Enfin, c'est un enjeu financier avec la récupération des franchises et des participations forfaitaires auprès des assurés. Il est en effet légitime de se poser la question sur l'avenir des franchises médicales s'il n'y a plus d'avance par le patient. Aujourd'hui, l'assurance maladie
récupère une franchise de 1 € sur le montant de chaque acte médical qu'elle rembourse. Cette participation financière s'inscrit dans le cadre des contrats responsables et solidaires auxquels les mutuelles ne peuvent participer puisqu'elles n'ont pas le droit de récupérer, du moins de rembourser cette participation. Si le patient ne fait plus de frais, ne fait plus d'avance, comment les franchises seront récupérées par la sécurité sociale? La ministre de la Santé a d'ailleurs reconnu la difficulté technique de la mesure et la complexité de la gestion des franchises. L'agent comptable national de la CNAM, sollicité sur le sujet lors de son intervention à l'EN3S la semaine dernière, a évoqué 3 approches possibles, sachant qu'actuellement, l'assurance maladie récupère 95% des participations forfaitaires et des franchises. Donc une récupération possible par paiement en ligne via le site de l'assurance maladie Amélie, une demande de paiement auprès de l'assuré ou une récupération sur prestation. Dans son rapport de 2013, l'IGAS proposait d'autoriser les organismes d'assurance maladie à prélever cette participation forfaitaire directement sur le compte bancaire de l'assuré, solution qui, pour l'heure, ne semble pas avoir été retenue. Et donc, pour terminer, on va essayer de regarder, de brosser un peu les différentes pistes envisagées pour essayer de faire vivre techniquement ce tiers payant. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a 2 modèles de tiers payants qui sont possibles. Un premier modèle qui serait coordonné par l'assurance maladie obligatoire, qui serait un modèle donc dit de flux unique, dans lequel le professionnel de santé adresse une seule facture à l'assurance maladie, laquelle paye le professionnel de santé pour les parts bases et complémentaires et récupère dans un second temps son dû auprès des complémentaires santé. C'est un système qui existe déjà aujourd'hui pour les bénéficiaires de la CMUC et qui va être aussi déployé pour les bénéficiaires de l'ACS. Le deuxième modèle possible, c'est un modèle dit d'éclatement des factures. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le professionnel de santé, au lieu d'envoyer une seule facture, il en envoie 2, une à l'assurance maladie obligatoire et une aux organismes complémentaires, enfin à l'organisme complémentaire, qui opéreront donc 2 paiements dissociés. C'est un système qui existe aujourd'hui pour les pharmaciens, avec une possibilité, comme vous pouvez le voir au centre, de recourir à une structure intermédiaire qu'on appelle un organisme concentrateur technique. Et cette structure, en fait, gérerait tout le système d'émission des factures, de suivi des factures, des paiements, etc., en lieu et place du professionnel de santé. Alors, que dit le rapport assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire qui a été publié le 17 février dernier? Ce rapport dessine donc les pistes possibles en matière technique pour la généralisation du tiers payant et il commence par dire tout d'abord qu'il n'y aura pas de flux unique. Donc le premier modèle que je vous ai présenté, ça ne sera pas celui-là qui sera déployé, c'était pourtant ce qui était a priori proposé dans la loi. Mais il a été jugé qu'il y avait trop de contraintes opérationnelles, techniques, juridiques, financières pour l'assurance maladie d'aller récupérer comme ça son dû auprès de centaines de complémentaires santé différentes. Donc le choix a plutôt été fait d'une gestion du tiers payant au niveau directement du médecin. La deuxième chose, et c'est comme ça en tout cas que c'est présenté, c'est le respect du libre choix du professionnel de santé, avec 2 options possibles. La première, c'est que le médecin puisse gérer directement le tiers payant, directement sur son ordinateur, en fait, une gestion intégrée, donc qui lui permettra de voir où en sont ses factures, aussi bien pour la part base que la part complémentaire. Et puis l'autre possibilité, c'est celle que j'évoquais précédemment, le recours donc, à une structure intermédiaire. Le rapport apporte également un certain nombre de garanties de paiement, alors notamment sur tout ce qui concerne l'identification des assurés et la vérification des droits. C'était un sujet prégnant, ou en tout cas qui posait des problématiques dans le tiers payant tel qu'il existait jusqu'à présent. L'idée étant donc de s'assurer de la bonne vérification des droits en déployant un système dit ADR, alors acquisition des droits, c'est un dispositif qui viendra se greffer directement sur le logiciel Sésame Vital que possède la grande majorité des professionnels de santé. Et puis ce dispositif ADR, il permettra donc de voir à quel régime de sécurité sociale est affilié le patient. Et puis son pendant, c'est-à-dire le IDB, l'identification des droits des bénéficiaires, c'est la même chose pour les complémentaires santé. Ça permettra donc de voir à quel complémentaire est assuré le patient. De nouvelles règles de rejet des factures. Donc là, c'est l'idée que tout non-respect du parcours de soins, toute carte vitale non mise à jour n'entraînera pas de problématique de paiement pour le médecin. Le médecin se verra payer, tout acte légitime qu'il fera entraînera derrière un paiement.
Par ailleurs, le rapport s'engage en matière de délai. La question, c'était dans quelles vont être les problématiques de trésorerie qui pourraient se poser pour les médecins. Donc les complémentaires, notamment, s'engagent à payer dans un délai de 7 jours, avec des possibilités de pénalités financières en cas de non-respect de ces délais. Des engagements que l'on devrait retrouver donc, dans ce qui est appelé un contrat type de tiers payant, que pourront signer les médecins, qui sera disponible à partir d'un portail internet commun à tous les organismes complémentaires d'assurance maladie, une sorte d'amélie un peu des complémentaires santé qui devrait faire le lien entre le médecin et l'ensemble des complémentaires. Et puis, enfin, une piste se dessine, c'est celle peut-être pour l'assurance maladie de proposer un service d'assistance dont on ne connaît pas encore bien la forme, mais qui devrait permettre de venir en aide aux médecins qui seraient confrontés à des difficultés dans la mise en œuvre de ce tiers payant. Alors, quelles ont été les réactions des médecins au moment de la publication de ce rapport et quelles sont les limites que l'on peut entrevoir de ce nouveau système tel qu'il a été présenté? Le premier point, c'est la question des délais de paiement sur lesquels l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire s'engagent. Ils s'engagent à ce qu'ils soient rapides, mais néanmoins, le délai de 7 jours qui est annoncé est plus long que les délais actuels, puisqu'actuellement, les médecins sont payés dans un délai de 5 jours. Le deuxième point de crispation, c'est la question du flux unique. Les médecins craignent que le fait que le tiers payant ne soit pas géré au niveau de l'assurance maladie obligatoire, mais directement à leur niveau, eh bien, ça entraîne des coûts pour eux, des coûts d'achat ou de mise à jour d'un logiciel, les coûts liés au paiement de ces fameux organismes concentrateurs dont on a parlé. Et donc, c'est un sujet de tension. Certains syndicats de médecins ont même parlé d'escroquerie à ce propos. Le troisième point, c'est la question de la complexité. Le rapport met l'accent vraiment sur la volonté de proposer un dispositif simplifié, mais visiblement, ça ne convainc pas tout le monde. La crainte de charges administratives trop lourdes et de ce que les médecins ont pu appeler une usine à gaz demeure. Et enfin, le dernier point, c'est la question du recouvrement de cette fameuse participation forfaitaire de 1 € dont Béatrice parlait. Cette question reste toujours en suspens. On ne sait pas encore ce qu'il va advenir de cette récupération de ces forfaits. Et c'est pourtant un enjeu crucial, puisque ça représente à peu près un petit peu moins d'1 milliard d'euros quand même à recouvrer. Donc pour conclure sur ce sujet, la généralisation du tiers payant se voulait une réforme sociale simple, d'équité pour l'accès aux soins, de simplification des modalités d'accès financier au parcours de soins. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier ne rendant obligatoire que le versant RO du tiers payant, contribue à alourdir un dispositif déjà complexe dans sa mise en œuvre, illisible et donc rejeté politiquement et techniquement par une partie des acteurs. L'acceptation et la mise en œuvre effective seront sans doute au cœur des négociations conventionnelles qui s'ouvrent. Une rémunération du tiers payant pourrait être intégrée à la rémunération sur objectif de santé publique des professionnels de santé, malgré le démenti récent de Nicolas Revel, le directeur de la CNAM. Merci pour votre attention.